Chers auditeurs, ceci est la troisième partie de cette histoire. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, nous vous recommandons de les regarder en premier. Notre premier concert a été un grand succès. Je n'ai pas pu réunir la formation originale du groupe. Certains sont partis à l'étranger à la recherche de meilleures fortunes, certains sont tombés dans l'alcoolisme et certains ont simplement décliné, ne croyant pas au succès. De l'ancienne formation, seul Vadim, le bassiste, est resté avec moi. Mais je n'ai pas désespéré. J'ai erré dans les clubs et les restaurants et bientôt le groupe a été ressuscité. Le Sazuran Petrovski de depuis moi qui et comme te s'y conforme point. Parfois j'utilisais mes anciennes chansons. Avant longtemps, nous avions assez de matériel pour environ 1 heure et un peu. Nous avons commencé les répétitions. Le temps a passé rapidement et le jour de nos débuts approchait rapidement. Le groupe s'appelait Ricochet. J'étais plongé dans le travail. Parfois, je restais debout toute la nuit pour enregistrer une phrase musicale dont j'avais rêvé. De temps en temps le soir, mon voisin Dima venait me voir. Nous étions devenus amis avec ce gars joyeux. Il disparaissait parfois en expédition et réapparaissait soudainement, apportant avec lui un autre lot d'histoires captivantes et une bouteille exotique. Nous avons eu notre premier concert. Petrovski avait mené une vaste campagne de publicité et la salle était pleine d'un public excessif. Tout se passait brillamment. Le lendemain, nous nous sommes réveillés célèbres. 1 semaine plus tard, Petrovski nous a signé un contrat et a commencé à promouvoir notre groupe de manière plus professionnelle. Plus de 3 mois se sont écoulés. Natacha vivait avec moi. Honnêtement, je n'ai jamais regretté de l'avoir laissée avec moi cette nuit froide de mars. Je croyais presque avoir trouvé mon bonheur, tellement que je prévoyais de lui faire une demande en mariage bientôt. Je rentrais chez moi de bonne humeur avec l'intention de partager la bonne nouvelle avec ma petite amie. Petrovski nous avait proposé un contrat pour enregistrer notre premier album. Il finançait entièrement le projet. Les gouttes de pluie ont commencé à tomber. Le ciel à l'est s'assombrissait, laissant présager non seulement de la pluie, mais d'un véritable orage. Les contours des arbres, des voitures et des maisons sont devenus plus nets et plus lumineux. Tout autour s'est figé en attendant le premier coup de tonnerre. En ouvrant la porte, j'ai immédiatement senti que Natacha était à la maison. J'ai enlevé de masquer et s'est rentré dans la pièce. Comme je le pensais, il y avait une légère odeur de cigarette dans l'air. Sur le canapé, Natacha était assise, ses longs doigts tenant une cigarette. Hey, she nodded, her expression detached. Il y avait un regard étrange et vide dans ses yeux. Depuis combien de temps es-tu rentré à la maison? J'ai demandé. Toi, je viens juste d'arriver. Natacha haussa les épaules comme si c'était janvier dehors et non la fin de mai. J'ai pris un peignoir et je l'ai posé sur ses jambes. Merci. Je suis sortie, mes jambes sont fatiguées. Elle soupira lourdement et regarda derrière moi. Soudain, j'ai compris qu'elle évitait le contact visuel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Diane, je suis venu te donner la clé. La voici sur le tabouret. Je n'ai rien compris. Natacha, regarde-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai prise par les épaules, mais elle évitait obstinément le contact visuel. Je te quitte. Pardonne-moi. Ne pense pas mal de moi. Tu n'es pas responsable de ça, mais je ne peux pas continuer comme ça. Natacha a éteint sa cigarette et s'est levée. J'étais heureuse avec toi, mais maintenant je dois partir, dit-elle presque inaudiblement. J'ai un autre âme. Je n'ai plus le droit d'être ici. Je veux pas te tromper. C'est entièrement de ma faute. Et notre âme? Et nous? Tout est bien entre nous. J'ai commencé mon cœur souffrant de douleur. N'importe quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Pas n'importe quoi, dit-elle. Je suis venue ici pour mettre fin à tout ça. Je ne reviendrai pas. Je vais juste te regarder. Ne t'inquiète pas, tu m'oublieras bientôt. T'es beau et gentil. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'aussi perturbé que moi. Ne me juge pas trop sévèrement. Il y avait quelque chose d'étrange et de non dit dans ses paroles. C'est ainsi qu'une épouse se comporte après avoir trahi son mari, ou en sachant qu'elle le trahira inévitablement, car le destin l'amène inexorablement là. Choqué, je me suis tue. Mes mots m'ont abandonné, et mes jambes ont fléchi. Finalement, j'ai réussi à articuler à travers mes dents serrées. Tu peux partir. C'est un oiseau fait. Adieu.
Peut-être que nous nous rencontrerons un jour. Par ça, qui sait comment les choses seront là? Natacha s'est dirigée vers la porte. Natasha, j'ai commencé. Tais-toi. J'ai déjà pris ma décision. Que Dieu t'aide. Et il y avait tant d'amertume dans ses paroles que mon cœur s'est serré. Je m'en vais. Je suis terriblement fatigué. Elle a ouvert la porte. Traversé couloir. Notre voisin Dima, en passant près de nous, a souri en connaissance de cause et nous a poliment salués. Et Natacha, juste avant de passer, m'a soudainement embrassé sur les lèvres. Souviens-toi de moi. Et pardonne. Elle s'est éloignée de moi et a couru hors de la porte dans la pluie de mai qui trempait impitoyablement toute la vaste ville, ses toits mouillés et brillants, et les arbres balancés par le vent. Quand la porte s'est refermée en bas, mon cœur s'est arrêté. Le passé ne peut pas être ramené, et Natacha faisait maintenant partie de ce passé. Yona laughed. La pièce était remplie d'une brise printanière chaude et parfumée de pluie. Les hommes ne pleurent pas. Pendant longtemps, sans détourner mon regard, j'ai fixé la prairie couverte d'herbes vertes brillantes, avec les tiges de bardane de l'année dernière qui dépassaient. Au vieux cimetière de la ville avec ses portes rouillées inclinées. C'était comme si je tenais mon cœur entre elles. Non, il s'est lentement répandu dans tout mon corps, remplissant chaque cellule. Comment pourrais-je l'apaiser? J'ai commencé à faire les 100 pas dans la pièce, de la fenêtre à la porte, et vice-versa. Tout ce qui s'était passé était inévitable. Tôt ou tard, ça devait arriver. Qui étais-je pour elle? Un épisode? Bien sûr, qu'est-ce que je savais vraiment d'elle? D'où venait-elle, avec qui était-elle avant? Et alors, si elle me professait son amour, qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer pour soi-même? Pourquoi ai-je supposé que Natacha me devait quelque chose? Qui suis-je pour elle? Un compagnon de passage. Et maintenant, mon tour était terminé. Avais-je oublié que les femmes sont volages? Qu'elles abandonnent sans pitié, sans réfléchir, cruellement l'amour passé pour l'attrait du nouveau? J'avais déjà vécu tout ça, mais la vie ne m'avait rien appris. Peu importe, nous allons surmonter ça. Tout ira bien. J'ai fourni mon soupejverom. Ne pleure pas, papa. Après tout, ce ne sont que des gouttes de pluie sur mes joues. J'ai pris une bouteille vodka dans le frigo et je l'ai bu directement au goulot. Puis, ivre, j'ai joué du saxophone jouant du blues dans la nuit. Je me suis allongé sur le lit avec mes vêtements. Une bouteille de vodka vide se trouvait sur un tabouret à proximité. Un mauvais présage, aucun argent n'allait arriver. Mécaniquement, j'ai posé la bouteille par terre. Un mois plus tard, j'ai fermé l'appartement et j'ai déménagé dans une petite maison en bois sur le lac Arc dans la forêt. La maison était située sur une île séparée de la rive par un étroit détroit. L'île et la rive étaient reliées par un pont en bois avec un portail électrique au tout début du pont. J'ai continué à tourner, à participer à l'enregistrement de notre premier album, mais j'avais l'impression de simplement suivre le mouvement. Quelque chose en moi avait craqué. J'essayais de ne pas penser à Natacha, mais on ne peut pas commander son cœur. Je rentrais chez moi sporadiquement lorsque j'avais des représentations en ville, et je n'avais pas envie d'aller dans la maison sur l'île. Parfois, mon voisin Dima venait me rendre visite. Mon voisin Dima viendrait accompagné du jeune policier local, un gars curieux. Il m'a immédiatement reconnu en tant que musicien bien connu et a tout fait pour assurer que j'avais une vie paisible. Pour m'occuper, j'ai commencé à restaurer des instruments de musique vintage, des guitares, des mandolines. Finalement, j'ai décidé de ressusciter le saxophone malmené. Les femmes, c'est chez toi. J'avais assez d'argent, donc je suis devenu une cible tentante pour ceux qui cherchaient des gains matériels. Mais je ne voulais plus de relations. J'en avais assez de mon premier mariage et de l'amour pour Natacha. J'avais reçu une bonne vaccination contre la vie de famille. J'ai posé l'instrument et j'ai regardé l'écran du moniteur de surveillance. Je pouvais voir quelqu'un traverser le pont vers mon île. J'ai baissé les yeux et j'ai fini de souder la valve cassée du saxophone vintage sur lequel je travaillais depuis 3 jours. Le véhicule inconnu n'avait pas encore atteint le milieu du pont et je ne me suis pas précipité pour accueillir l'invité non invité.
J'ai simplement zoomé sur l'image pour voir de plus près qui pouvait être cet invité gênant. Une Maybach gris clair. Comment ont-ils réussi à passer les portes fermées du pont? Eh bien, je vais revoir l'enregistrement plus tard. J'ai enlevé mes gants, essuyé la sueur de mon visage avec une serviette et je me suis assis sur un banc près de l'atelier. J'ai tranquillement allumé une cigarette, pris une bouffée et j'ai regardé la Maybach inconnue s'approcher de la maison en contournant la fourche de la route. Une élégante dame en tailleur rouge est sortie du côté passager de la voiture. Eh ben, elle a gravi les marches du porche avant et a sonné à la porte. Avec la cigarette entre mes lèvres, j'ai pris le fusil de chasse scié sur le banc, vérifié les cartouches dans le chargeur, et je me suis dirigé à travers la pelouse en pente vers la maison. Je n'ai pas immédiatement reconnu Lena. Pendant un moment, je suis resté là à la regarder en silence. Honnêtement, je ne m'attendais pas à la voir ici après plusieurs années depuis le divorce. Je me demandais ce qu'elle voulait. Peut-être quelque chose à propos de notre fils. Mon cœur tremblait d'inquiétude. « Elina, tu cherches quelqu'un ?» J'ai finalement dit. Elle s'est retournée si rapidement qu'elle a fini par coincer le talon haut de sa chaussure dans l'espace entre les planches du porche. Trébuchant, elle est tombée maladroitement sur son derrière. J'ai trouvé ça amusant, mais j'ai réussi à garder une expression impassible ne laissant pas transparaître que je trouvais ça amusant. Lena s'est relevée en s'accrochant au poteau en bois qui soutenait le toit au-dessus du porche. « Ah, salut, Yuri, bafouilla-t-elle. » J'ai regardé mon ex-femme en silence. « Oui, bien, je suis content de te voir. » Je me suis retourné et je suis retourné à mon atelier en serrant mon mégot de cigarette et en crachant en direction de sa voiture. Quand je suis entré dans mon atelier, j'ai entendu ses pas me suivre. J'ai pris le fer à souder. « Qu'est-ce que tu veux, bon sang ?» J'ai grogné. Lena me fixait du regard, ses yeux rivés sur le saxophone cassé dans mes mains. Sophie still presse dans ses yeux. Je savais que j'avais l'air bien pour quelqu'un qui avait été abandonné et volé. Aujourd'hui, je suis encore plus beau qu'il y a 5 ans, avec une coupe de cheveux courte et une petite barbe. Mais qui est-il? Je n'avais rien entendu de mon ex-femme. Franchement, je voulais rien entendre. Il y avait juste trop de ressentiment. Des rumeurs m'avaient atteint selon lesquelles sa carrière de productrice de musique n'avait pas fonctionné. Le groupe s'est séparé. Le dernier à partir était le claviériste virtuose. Lent s'est retrouvée à 20 ans de taille et sans argent. Elle avait placé de grands espoirs en son amant, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Pour chanter mes chansons, il fallait être moi. Yuri, arrête d'être si en colère. Nous devons parler, Lena a décidé d'aller droit au but. Je t'ai pas donné parler. Et de toute façon, tu devrais partir d'ici, je lui ai délibérément été impoli. Nous ne pouvons pas avoir d'affaires ensemble. Écoute-moi, Lena a élevé la voix. J'ai des droits sur tes chansons. Ton groupe est en plein essor maintenant. Je peux te donner la permission de jouer les chansons, mais tu devras me donner la moitié des gains des concerts. 50-50, tu dois être fou. J'étais tellement énervé que j'ai failli m'étouffer. Non seulement tu m'as dépouillé pendant le divorce en volant mes chansons, mais maintenant tu ne peux même pas te poser. Je n'ai pas besoin de tes faveurs. J'ai assez de matériel pour travailler, et tu peux te mettre tes chansons volées où tu veux, ou peut-être à ton amant, tu sais bien où. J'ai mis une cigarette dans ma bouche. Maintenant, sors. Derrière Lena est apparu un jeune homme inconnu. Enek, montre un peu de respect à la dame. Il a fait un pas intimidant vers moi. Pas question. Chez moi, quelqu'un me menace, ai-je dit en saisissant un fusil à canoncier. Dégage d'ici. J'ai armé les gâchettes. André, tu as tout gâché, a crié Lena. Tu as dû oublier que t'as un fils. Je vais te poursuivre en justice. Toi. Elle était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas parler. Le bruit d'un moteur m'a atteint, et Dima est apparu à la porte. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il bruyamment. Ils essayent de me menacer, dis-je en m'approchant de Lena. Dima a grogné et a habilement tordu la joue du gars arrogant. Lena, regardant effrayée, se précipita vers la voiture. Nous avons fumé en silence, regardant la Maybach avec nos yeux. Nous avons entrepris une tournée vers le sud. Notre première étape était dans une ville animée au bord de la mer Noire. Nous sommes arrivés tôt le matin,
et nous sommes rapidement installés dans un hôtel moderne 5 étoiles, en plein cœur de la ville. Cependant, une force inconnue continuait de m'attirer vers la vieille ville. Après le petit déjeuner, mes collègues se sont dispersés dans leurs chambres, ayant l'intention de se reposer après le vol, mais j'ai quand même réussi à m'échapper seul pour me promener dans les rues étroites. Dans un lointain passé, cet endroit avait été la capitale d'un puissant empire, et tout autour portait les marques d'une ville orientale. Les rues étroites, pavées de la vieille ville, semblaient respirer l'Antiquité. Des maisons de 2 ou 3 étages avec des balcons saillants et des jardins obligatoires avec des fontaines dans les cours intérieures. De nombreux ateliers d'artisanat et des étals de rue ornés de divers fruits et épices ajoutaient au charme de cette ville du Sud. C'était la mi-juillet, Giza, et les arbres pleins. Certaines rues étaient bordées de buissons bas portant de belles fleurs violettes. Un mélange tentant de parfums inconnus flottait dans l'air, porté par la douce brise du Sud, avec la promesse d'un bonheur éternel. Pendant un moment, j'ai savouré du vin et du fromage dans un petit café de rue avant de me lancer dans une promenade à travers la vieille ville. J'ai erré sans but à travers ces endroits pittoresques jusqu'à ce que je tombe sur une boutique d'antiquités nichée dans un sous-sol. Au loin, quelqu'un jouait de la guitare au rythme d'un tambourin. Des parfums amers et épicés de géranium et d'hortensia en fleurs tourbillonnaient dans l'air. Descendant des marches usées, j'ai poussé la lourde porte. Une cloche a tinté lorsque je suis entré, et devant moi se tenait le propriétaire, un vieil homme barbu. Il était vêtu d'une longue robe orientale, serrée avec une corde colorée, et un petit chapeau noir ornait sa tête, à peine couvrant son crâne. Si je n'avais pas su que j'étais en Ukraine, j'aurais pu penser que la boutique était située quelque part à Bagdad ou à Istanbul. Il semblait que cet endroit n'avait pas vu de réparation depuis des siècles. À travers le plâtre écaillé, j'ai aperçu des pierres anciennes qui donnaient à la pièce une patine vieillie. Plusieurs coffres anciens avec du cuir usé et des serrures en cuivre étaient disposés le long des murs. Les murs étaient ornés des blasons de comtes et de ducs oubliés, ainsi que d'une variété d'armes à feu et d'armes anciennes. Toute cette magnificence était couronnée par des armures de chevaliers, avec une imposante cuirasse en acier et un casque stylisé en forme de visage de loup. En effet, le sous-sol était vraiment ancien, comme en témoignaient ces véritables murs en pierre de basalte noire. La marchandise était éparpillée partout, y compris d'anciennes images en cuivre, des manuscrits reliés en cuir avec des fermoirs en cuivre et des collections de pipes à fumer et de narguilés. En agitant les mains, le propriétaire a commencé à me proposer ses marchandises. Cependant, pesamment son enthousiasme à demi. Je n'avais aucun intérêt pour les antiquités et j'étais tombé par hasard dans la boutique. Je n'avais pas prévu de faire des achats. Finalement, j'ai réussi à faire comprendre au propriétaire qu'il n'avait pas besoin de me déranger. Et j'étais sur le point de partir quand il a soudainement ouvert la porte pour révéler une pièce cachée remplie de trésors encore plus nombreux. J'ai soudainement ouvert un vieux coffre. À l'intérieur, parmi des pièces de cuivre et d'argent anciennes, se trouvait une bague pour homme en métal blanc. La bague n'était rien d'extraordinaire, juste un sceau avec une inscription partiellement effacée dans une langue inconnue. Pourtant, cette bague m'a captivé d'une certaine manière. Je l'ai examinée de près, la tenant dans ma paume ouverte, et à ma grande surprise, je l'ai glissée sur le doigt de ma main droite. La bague s'adaptait comme si elle avait été faite pour moi, comme si un artisan inconnu l'avait spécialement façonnée. Une chaleur a commencé à se répandre lentement sur ma main. C'était un objet d'une autre dimension, transporté d'une manière ou d'une autre dans notre époque, où le savoir-faire de l'artisan avait été perdu au milieu d'une mer de produits fabriqués en masse en Chine. Pour une raison quelconque, j'ai soudainement eu envie d'acheter cette bague. J'ai regardé le propriétaire et lui ai demandé le prix. Il semblait que le regard du propriétaire avait changé. Il m'a même regardé avec un certain respect et après une courte pause a donné un montant qui, selon mes standards, était considérablement sous-évalué. J'ai haussé les épaules et lui ai remis l'argent. Le propriétaire s'est incliné et a commencé à parler rapidement dans une langue inconnue. Papa Youssouf dit que ce n'est pas une bague ordinaire.
il y a une croyance selon laquelle c'est la bague du calife Al-Hakam. À ma grande surprise, une voix en ukrainien a retenti derrière moi. Le poignard lui appartenait aussi. Je me suis retournée. Un jeune homme me souriait aimablement. La bague est faite de fer tombé du ciel. Beaucoup ont voulu l'acheter. L'étranger a souri à nouveau et s'est incliné. J'ai remercié le vieil homme et mon interprète inattendu et suis sorti dans la rue. J'ai regardé ma main, la bague était bien ajustée sur mon doigt, le métal était terne et ne reflétait pas la lumière du soleil. J'ai essayé de retirer la bague, mais elle tournait simplement autour de mon doigt. Je n'ai pas réussi à l'enlever. Bon, j'essaierai à nouveau plus tard. J'ai fait un signe de la main mentalement et me suis dirigé vers le marché animé à proximité. Après quelques pas, j'ai soudainement ressenti une fatigue écrasante et j'ai décidé de rentrer à l'hôtel. Notre spectacle se déroulait comme d'habitude quand la police est entrée dans l'auditorium. Un homme en costume d'affaires a pris la parole et a demandé que le concert soit arrêté. Madame Ileana avait déposé une plainte contre moi. L'homme m'a pointé du doigt avec des papiers. Vous jouez des chansons pour lesquelles Madame Ileana détient les droits. L'étranger criait presque dans mon visage en projetant de la salive. Au début, je ne comprenais même pas qui était Madame Ileana. Alors j'ai réalisé qu'elle était mon ex-femme. Presque en train de sortir des coulisses, notre directeur d'ensemble est intervenu. Toutes les chansons interprétées sont la propriété intellectuelle de Yuri Levin. Elles ont été écrites spécifiquement pour cette tournée de concerts et n'ont aucun lien avec Madame Ileana. Aïd pouvait trouver que l'homme n'a pas reculé. Officier confisquait l'équipement. Mais notre directeur n'était pas quelqu'un à qui on pouvait s'en prendre non plus. Voici les résultats de l'expertise en matière de droit d'auteur et de la décision du tribunal. Toutes les pièces interprétées par le groupe sont originales. Les droits d'auteur sont correctement enregistrés. Ce que vous faites est illégal et abusif. J'appelle immédiatement le bureau du procureur. Le directeur, un homme de petite taille, se tenait sur la pointe des pieds en parlant. Le capitaine de police a étudié les documents pendant longtemps et, à un moment donné, il semblait vouloir les goûter. Finalement, il a rendu les documents au directeur. Résolvez vos différends devant le tribunal. Il s'est retourné et a fait signe à ses hommes. Eh bien, qu'attendez-vous? Allez-y et ne perturbez pas la performance. Notre directeur a poussé le représentant perplexe de Madame Ileana vers les coulisses. J'ai fait un signe de tête au caméraman et j'ai commencé une nouvelle chanson en surcharge. Nous avons joué 2 concerts dans cette ville, puis il y a eu un banquet à l'hôtel de ville duquel je me suis échappé. J'ai soudainement ressenti l'envie de revisiter cette boutique d'antiquités inhabituelle. Je me souvenais approximativement où se trouvait le sous-sol. Alors j'ai marché avec confiance dans la ruelle étroite. Selon mes calculs, la boutique d'antiquités ne devait être qu'à quelques pas. J'ai marché 10, 20, 50 pas, mais il n'y avait pas de boutique. Je me suis retourné et j'ai marché en arrière. Il y avait un étal de fruits, une boutique de vêtements, et la boutique d'antiquités devait être juste à côté. Mais elle avait disparu. La bague était toujours là, mais la boutique ne l'était pas. Je suis resté là un moment essayant de rassembler mes pensées. Qu'est-ce que c'est que ça? Une blague? Te probable. Mais le fait que le magasin ait disparu était indéniable. Je n'aime pas le truc qui était toi dans ce cas-là. Le lendemain, je quittais cette ville, emportant avec moi le parfum épicé de ces rues étroites dans ma mémoire. La disparition du magasin restait un mystère insoluble pour moi. Et la bague du calife que j'avais achetée, je la portais sans enlever depuis. Après la tournée, je suis retourné dans ma ville natale. Tout allait bien, sauf quelques problèmes de santé qui étaient... Mon cœur avait commencé à me faire mal. Les choses n'étaient pas si simples. J'ai organisé des vacances de 2 mois avec Petrovski et je suis allé dans ma petite maison. Un appareil de communication a sonné un matin. Quelqu'un avait l'intention de me rendre visite. Je n'attendais personne, donc j'ai été surpris d'entendre la voix de ma mère à l'interphone. Je ne l'avais pas vue depuis 1 an et pour être honnête, elle ne m'avait pas manqué. Je me souvenais vivement de son cri lors de notre dernière rencontre quand elle m'avait mis à la porte de la maison
pour avoir frappé son amant. Je me demandais ce qu'elle voulait de moi maintenant. Peut-être qu'elle aussi sentait l'argent. Comme mon ex-femme, sur l'écran du moniteur, j'ai vu une voiture noire traverser le pont. Je suis sorti sur le porche et j'ai allumé une cigarette. Enfin, une Honda est apparue au coin de la rue. Le même dur à cuire de maman était au volant. Rien ne change jamais. Ma mère est sortie du siège passager et, feignant la joie, s'est dirigée vers moi. « Bonjour, mon fils. Tu as l'air fatigué. » Je me suis dit, bien sûr, elle va me demander de l'argent. Elle m'a serré dans ses bras et a posé ses lèvres peintes sur ma joue. « Tu as disparu quelque part. Tu ne m'appelles pas. Je m'inquiète, tu sais. » Elle a allumé son charme. « Que veux-tu de moi ?» J'ai interrompu son monologue larmoyant. « Moi, ma mère s'est claire dépourvue. » Il semblait qu'elle s'était préparée pour une seule option et n'avait pas de plan de secours. « Yuri, j'ai des difficultés avec mon travail en ce moment. J'ai désespérément besoin d'argent. Nulle part où aller, sauf vers toi. N'oublie pas que je suis ta mère. J'ai souffert en te mettant au monde, je t'ai élevé. Mon père m'a élevé. Tu n'avais pas de temps pour moi. On dirait que tu avais d'autres priorités. » J'ai fait un signe de tête vers son amant assis dans la voiture. Soudain, ma mère a éclaté en sanglots. Les larmes coulaient sur son visage, laissant de fines traces sur ses joues poudrées. « Donne-moi ton numéro de carte de crédit et je te transférerai de l'argent. » Je n'avais pas la force de regarder ma mère pleurer. « Pars, maman, tu me brises le cœur. » Vers la fin de l'été, sur le parking devant le supermarché, j'ai cru voir Natacha. Une jeune femme qui lui ressemblait riait joyeusement en montant dans une voiture rouge et chère. Un jeune homme impose à côté d'elle. Il a galamment ouvert la porte et a installé sa compagne heureuse sur le siège avant. Lui aussi riait joyeusement. J'ai regardé silencieusement le couple joyeux, et soudain, à ma grande surprise, j'ai réalisé que mon cœur battait régulièrement. Peut-être que je commençais à guérir. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche en jouant de mon saxophone. La douleur rongeait mon cœur comme d'habitude, et je ne pouvais plus rien voir autour de moi. Il n'y avait que de la musique, et devant moi, l'univers infini s'étendait, scintillant d'étoiles lointaines. Soudain, j'ai senti que mon cœur avait arrêté de souffrir. Mon âme s'est envolée vers le haut, à travers l'air frais d'octobre, droit vers la pleine lune, immuablement suspendue au-dessus de la terre pécheresse, et bientôt elle a tournoyé dans une danse d'étoiles multicolores. Mais un carrosse argenté l'attendait déjà, pour l'emmener au seuil d'un palais de cristal, où Dieu vivait parmi des lumières froides et brillantes. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un visage inconnu. Un visage s'était penché sur moi. « Tu nous as vraiment fait peur, mon cher. » L'étranger a doucement tapoté ma main. Il ne m'a pas immédiatement enregistré que j'étais à l'hôpital et que la personne à côté de moi était un médecin. « Depuis combien de temps suis-je ici ?» J'ai demandé avec la bouche sèche. « Ça fait 3 jours. Le médecin a de nouveau tapoté ma main. Tu as eu une crise cardiaque, un trouble du rythme. Mais maintenant tout va bien. Le trouble du rythme a été corrigé et tu te remets. Repose-toi maintenant et ce soir, l'infirmière te donnera une injection. » Le médecin s'est levé de son tabouret. « Ne te lève pas pendant quelques jours. Si tout se passe bien, dans environ 3 jours, tu pourras rentrer chez toi. » En enfer de mon cœur, ça me faisait plus mal et un tiennable, ça me sentait mieux. Bientôt, je marchais dans mon couloir, puis j'ai commencé à me risquer dans le parc. À côté du bâtiment principal de l'hôpital se trouvait un hospice. Cela a eu un effet si déprimant sur moi que j'avais même peur de regarder dans sa direction. Les infirmières sortaient parfois des patients en phase terminale en fauteuil roulant pour des promenades dans le parc. J'ai regardé de loin les silhouettes courbées de personnes sans âge, cachées derrière le dos des infirmières. Un matin tôt, lorsque le givre d'automne léger avait recouvert les flaques d'une fine couche de glace, je marchais seul dans le parc. Une nouvelle mélodie tournait dans ma tête et je la rejouais sans cesse dans mon esprit. Perdu dans mes pensées, je n'ai pas remarqué que j'étais arrivé à côté de l'hospice. Une femme était assise sur un banc, enveloppée dans un peignoir chaud. Elle a baissé la tête comme si elle dormait. J'avais déjà passé, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Je me suis retourné et j'ai regardé son visage attentivement.
Cela m'a frappé comme un choc électrique. Nasha, j'ai doucement touché son épaule. Que fais-tu ici? C'était difficile de trouver une question plus stupide. Elle a levé les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Tu ne devrais pas me voir comme ça. Pars, ta Natasha n'est plus? J'ai traîné sur cette terre assez longtemps. Elle a toussé. Je suis gravement malade et je vais bientôt mourir. Pas vivre ta vie. J'ai tout compris soudainement. Elle savait pour sa maladie et ne voulait pas mourir dans mes bras. L'autre homme était son invention pour m'empêcher de la chercher. Femme stupide, j'ai presque crié après elle. Tu pouvais vraiment penser que tu serais un fardeau pour moi? Je l'ai embrassée et nous sommes restés en silence un moment. Je n'arrivais pas à croire que j'avais retrouvé ma Natasha. Monsieur, que faites-vous ici? Une voix sévère a retenti juste à côté de mon oreille. Vous n'êtes pas censé être ici. 1 heure plus tard, je parlais avec le médecin traitant de Natasha. Médecin traitant. Sa maladie était grave et dangereuse. Cependant, il y avait des chances. J'ai mobilisé toutes mes connaissances. Mes amis ont trouvé une clinique en Suisse. Natasha et moi avons voyagé à Berne. Une opération et son état s'est amélioré. Ses yeux brillaient à nouveau de bonheur. Je l'ai emmené vivre avec moi. J'ai quitté l'ensemble, mais les redevances de mes chansons étaient suffisantes pour une vie confortable. Ma bien-aimée était avec moi. Qu'est-ce qui était encore nécessaire pour le bonheur? PS, Natasha a réussi à lutter contre sa maladie pendant un certain temps, mais on ne peut pas changer le destin. Elle est décédée d'une embolie pulmonaire 1 an après les événements décrits. Yuri Levin a brièvement survécu à sa bien-aimée. Il est décédé d'une crise cardiaque 20 jours après la mort de Natasha. Ils ont été enterrés côte à côte et, chers auditeurs, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Cela me stimule pour publier une nouvelle vidéo pour vous.